Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, merci d'avoir choisi C'est excellent, l'émission qui crée le lien tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Ici, les créateurs qui ont l'excellence pour leitmotiv viennent partager avec vous leur savoir-faire. Cette excellence mélangée qui fait l'exception française et sa richesse. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir pour vous un homme pour qui l'architecture, la muséographie, le design intérieur, les objets rares et j'en passe soulignent l'humanité et non plus de sucré pour lui. Un homme qui sait encadrer, qui sait sublimer et qui raconte les autres et les œuvres pour mieux les raconter justement. J'ai nommé Jean-Michel Wilmotte qui vient lui-même se raconter et nous offrir une vision de son art ce soir sur Sud Radio. Il sera rejoint par une femme à la tête d'un des espaces de culture et de savoir-faire les plus anciens de France, un lieu où la course du temps s'arrête invariablement. Romane Sarfati est directrice de cette ode au savoir-faire transmis depuis le milieu du XVIIIe siècle et orchestre avec finesse tout ce beau patrimoine vivant français dont elle vient, je l'espère, partager avec nous quelques secrets ce soir. En bulle French Tech sur Sud Radio, on partira à la découverte de France Immersive avec son dirigeant et fondateur Renaud Escorbiac qui développe des solutions innovantes dans le domaine de la visite virtuelle interactive. Un bon projet pour ceux qui sont en manque de culture actuellement, même si on approche à grands pas du déconfinement. C'est excellent. Bienvenue chez vous. Bonsoir Jean-Michel Wilmotte. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Jean-Michel Wilmotte, vous venez de sortir un magnifique ouvrage que j'ai eu le grand plaisir de recevoir, recueil de votre œuvre et j'ai envie de dire chez Skira. On y retrouve tout votre savoir-faire, de l'architecture de musée à la muséographie elle-même, en passant par la scénographie, les ateliers d'artistes auxquels vous avez contribué et les galeries évidemment. Et une chose marque, c'est la qualité et la quantité de vos réalisations. Ça m'a vachement impressionné, je tiens à le dire quand même. Il suffit pas d'un livre pour tout voir, c'est excellent, c'est impressionnant. Bravo Jean-Michel Wilmotte. Merci. Alors, est-ce que c'était important pour vous de donner à voir pour vous faire comprendre justement au public? Pourquoi cet ouvrage, Jean-Michel Wilmotte? Eh bien, c'est un ouvrage un peu particulier parce qu'il il se focalise sur tout ce qui est muséographie, oui. Travail avec les artistes, donc atelier d'artistes, et puis quelques variations que j'ai pu faire dans mon métier, notamment des décors pour des ballets. Oui, de la scénographie. J'ai fait beaucoup de décors de ballets, c'est quelque chose qui me passionnait parce que c'est une façon de faire son travail en 3 dimensions et le faire aussi pour donner un cadre aux gens qui s'expriment, enfin aux artistes qui s'expriment. Et j'aime bien l'idée à la fois l'expression corporelle, la musique et puis le traitement de l'espace. C'est quelque chose de très intéressant. Donc j'ai eu la chance de faire plusieurs ballets comme ça. C'est une manière de donner du mouvement à l'architecture, de créer une architecture en mouvement, c'est ça? Je dirais plutôt que c'est le support pour le mouvement. D'accord. Voilà, c'est la création d'espace, c'est des plans différents qui s'additionnent pour créer ou une atmosphère ou un lieu où les artistes danseurs peuvent se déplacer. Et être sublimés, voilà. C'est ce que vous aimez faire. J'essaye. Ça, c'est la lumière aussi qui fait les choses. Voilà. Vous y arrivez bien. Alors justement, on parlait de muséographie, que ce soit par exemple pour l'aménagement du Louvre que vous avez orchestré aux côtés de Yang Mingpei et le succès du pavillon des sessions qui a été ouvert en 2000, vous avez rencontré aussi l'amour du public, grâce entre autres à une narration qui s'efface totalement devant les objets qu'elle sublime, en les valorisant quand même et en étant quand même extrêmement présente. Est-ce que l'idée c'est d'ajouter à leur beauté, c'est ça ? Vous l'avez dit, c'est de les magnifier, c'est aussi de les retirer d'un contexte et puis de les mettre en exergue, de les bien les éclairer pour qu'on puisse les comprendre mieux, les approcher le plus possible, si vous voulez. Et ça, c'est très intéressant parce que la muséographie a énormément évolué dans ces dernières années. Et un petit détail qui est très intéressant, c'est que depuis qu'on contrôle les visiteurs à l'entrée des musées, la sécurité concernant les vitrines a totalement changé. Vous avez pu les enlever. Avant, on faisait on faisait des coffres-forts, des vitrines blindées. Vous avez bien lu. J'ai bien lu votre livre. Bravo. Avant, on faisait des vitrines blindées. Maintenant, on met juste des vitrines qui recréent un espace un peu spirituel autour de l'objet. C'est ça qui est passionnant. Et puis, on a plus ces structures très importantes qui créent des ombres sur les œuvres, si vous voulez, puisque la lumière... Et puis, la lumière a énormément évolué. Avant, on a eu toutes les sortes de sources possibles. Et puis après, on est arrivé dans certains musées, notamment au Louvre, c'était l'arrivée de la fibre optique, c'est-à-dire que les lumières pouvaient être externes
aux vitrines. Mhm. C'est très intéressant parce que ça évitait de chauffer les œuvres dans les vitrines. Tout à fait. On mettait les sources dans des socles ou à proximité, et c'était une fibre optique qui conduisait la lumière, et au bout de cette fibre optique, il y avait une loupe sur une rotule, et puis Oui. on pouvait fixer la lumière sur l'objet à l'endroit où on le souhaitait. Mm. Donc ça a énormément évolué, et ça a changé. Après, la dernière... dernière invention, disons, Oui. ça a été la LED, puisque la LED, c'est une source de lumière assez puissante, Oui. qui prend très peu d'énergie, oui. peu d'énergie, bravo, et peu d'espace, et qui ne chauffe pas. C'est ça. Donc c'est pour ça, vous voyez, il y a eu des évolutions énormes entre le Louvre que nous avons fait avant 2000, Oui. et puis par exemple le pavillon des sessions, qui est une des pièces que j'ai préféré faire au Louvre. Il y a eu énormément de technologies qui a fait avancer la qualité de la muséographie en général. Alors, est-ce que, sur une question un peu bête, est-ce que suggérer, ça vaut mieux que dévoiler, par exemple, en architecture, Jean-Michel Wilmotte? Ça, c'est une bonne question, Juliette. J'aime bien l'idée de suggérer. Ouais. Oui, j'aime bien l'idée de suggérer. Parce que vous vous effacez, c'est ce que j'ai vu dans votre travail, c'est que vous êtes visible, bien évidemment, on reconnaît votre patte, votre signature, mais vous vous effacez quand même, en général, devant. Justement, on est visible par cette présentez. discrétion. Finalement, c'est un petit peu une signature, mais je pense que trop souvent, il y a une époque, on faisait des musées qui étaient c'était des œuvres d'architecture, alors que finalement, c'était ce qu'on vient voir dans un musée, c'est des œuvres d'art, ou des objets, ou des pièces importantes de notre histoire, quoi. Et c'est quand même préférable qu'il y ait ce regard. Je trouve qu'il faut un regard contemporain sur les pièces historiques. Il faut lier le passé et le présent, quoi. C'est clair. C'est essentiel. Ouais. Et dans ces cas-là, on rajeunit les œuvres d'art, on rajeunit l'histoire en même temps. C'est joli de rajeunir les œuvres d'art. J'aime bien le concept. Par la lumière, par les. Et j'ai eu quelques conservateurs qui m'ont appris, mais la meilleure lumière, c'est pas celle que je faisais peut-être au tout début. J'aimais bien dramatiser une œuvre. Et les conservateurs m'ont expliqué qu'il fallait surtout que l'œuvre soit éclairée des quatre faces de la même façon, et qu'il n'y ait pas d'ombre portée. Et c'était la meilleure façon de lire une œuvre. Ça, c'est très intéressant. Ça crée une neutralité aussi, en fait. Et j'ai appris ça avec, justement, à l'époque, quand j'ai fait un premier avec Jacques Kershage, qui avait une idée très, très, très personnelle de la muséo. Et qui vous a d'ailleurs, c'est grâce à lui que vous avez fait le Quai Branly ensuite, c'est ça? Non, le Quai Branly, c'est Jean Nouvel qui l'a fait. Non, moi j'ai fait les arts premiers, mais dans le Louvre. C'est ça. D'accord. Alors, un architecte, Jean-Michel Wilmotte, organise et crée nos espaces de vie en général. Ça va du paysage urbain aux espaces de vie intime. Est-ce que l'idée, c'est toujours de créer le lien entre ces différents espaces et entre les gens qui les peuplent aussi, finalement? Vous tissez un lien permanent, en fait. Parce que créer un espace urbain, ça crée un échange, forcément. C'est essentiel. Et puis un espace où les gens se sentent bien, surtout. Il faut vraiment toujours penser aux visiteurs, il faut penser aux personnes qui ne sont pas spécialement attirées pour entrer dans un musée. Vous savez, faire entrer les gens dans un musée, c'est pas évident. Il faut donner envie, quoi. Il faut donner envie et pas intimider. Il faut que ce soit accessible. Il faut rendre des choses accessibles. Mais moi, je pense très souvent, quand je fais un musée, je pense très souvent aussi aux enfants. Oui. Qui puissent découvrir les œuvres, si vous voulez, et les rendre parfois un tout petit peu ludiques. Et là, on a eu une chance inouïe, c'est de pouvoir faire le Rijksmuseum à Amsterdam, si vous voulez, où on a eu la chance, les conservateurs nous ont eu la chance de nous laisser une grande liberté, où on a pu présenter les collections d'une façon totalement inhabituelle. Totalement nouvelle aussi, comme si on était chez un collectionneur, comme si on était chez... Vous voyez, c'est... On est rentré un petit peu chez les gens. Ça rend l'espace chaleureux, quoi. C'est fantastique de pouvoir présenter ça, si vous voulez. Par exemple, on avait des bateaux de toutes les origines. Il y en avait une cinquantaine de bateaux à présenter. Si vous voulez, c'est pas évident de présenter un bateau. Ça devient un magasin de maquettes, si vous voulez. Et bien, on a fait une sorte un grand socle, comme s'il y avait une bataille navale, vous voyez. Et c'était aux yeux des enfants. C'était un peu en partie basse de présentation. Et d'un seul coup, quelque chose qui était
difficile est devenu difficile à exposer et un peu banal est devenu quelque chose d'intéressant. La même chose avec des armes. Il n'y a rien de plus difficile que de présenter des armes, des centaines d'épées ou de pistolets. Et là, on les a fait danser dans l'espace, en suspension. Les épées, on a fait des parois de verre de 40 cm et qui sont remplies d'épées comme ça, si vous voulez. Donc, on a joué l'accumulation. Donc, vous voyez, quand on trouve des conservateurs qui sont curieux et on arrive à faire des choses fantastiques. C'est pas toujours le cas d'ailleurs, hein, c'est pas toujours simple, on imagine. Pardonnez-moi pour l'anglicisme qui me vient, Jean-Michel Wilmotte, en contemplant votre travail, j'ai pensé less is more en fait. On est vraiment sur le moins qui devient plus. Ça vous correspond comme idée, non ? Oui, ça me va très clairement, bien. Ça vous définit. Ça me va très très bien. Et justement, pour un édifice religieux tel que la cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité de Paris, qui est à Pont-de-l'Alma, qu'on connaît tous, enfin que les Parisiens connaissent bien, comment vous avez procédé pour coller à la foi sans dénaturer la ville, justement ? Et c'était quoi l'idée ? Bon, ça c'est très compliqué. D'abord, il fallait avoir une bonne connaissance des rites orthodoxes, savoir comment ça marchait, l'orientation, l'espace autour pour les processions il fallait connaître ça. Donc je m'en suis un petit peu imbibé. Je vais aller voir. J'ai visité beaucoup de cathédrales orthodoxes à Moscou, donc notamment dans le site du Kremlin. J'ai vu des choses exceptionnelles. Et donc connaître la liturgie, connaître les dogmes, c'était assez important. Ensuite, il fallait choisir une cathédrale à Paris. Oui. Donc la première idée, ça a été de dire qu'il faut utiliser la pierre parisienne. La pierre, d'ailleurs, la pierre que nous avons utilisée, elle est un petit peu partout dans Paris. Elle a fait beaucoup d'immeubles. Donc c'est une pierre parisienne. D'accord. Après, il fallait trouver une peau, si vous voulez, vivante. Et en réalité, on était à côté du bâtiment où sont le palais qui s'appelle le palais de l'Alma. Oui. Et sur le palais de l'Alma, j'avais revu qu'il y avait beaucoup de corniches en pierre. Oui. Et qui créaient une sorte de relief régulièrement. Et de l'autre côté, il y avait une maison qu'on appelle une maison diamantée. C'est une maison dont la surface de pierre était en relief. Une maison diamantée. Je me suis dit, finalement, le relief avec cette lumière à cet endroit, c'est intéressant. Et finalement, c'est ce qui s'est traduit finalement sur cette façade, une succession de corniches horizontales, ces formes, si vous voulez, qui vient capter la lumière, créer des ombres et rendre une surface qui est plane, finalement, la rendre vivante. C'est-à-dire, toute la journée, en fonction du déplacement du soleil, quand il y en a, ou de la lumière, ou le soir, cette façade est vivante. Les ombres se transforment, changent, etc. Ce qui est le cas des dômes aussi, d'ailleurs. Alors, merci. C'est extraordinaire, mais c'est vrai. Et je ne m'y attendais pas, parce que si vous voulez, ces dômes, en réalité, on a choisi leur mat, et leur mat, en réalité, une particularité, c'est 50% d'or et 50% de palladium. D'accord. Et c'est le palladium qui rend l'or un petit peu plus gris, et c'est ce palladium qui fait que l'or change de couleur en fonction du ciel. Et c'est invraisemblable. Parfois, c'est tout gris. Parfois, c'est très brillant. Ça change tout le temps, toute la journée. Et des amis qui habitent à proximité me disent, mais c'est invraisemblable. Pour nous, c'est un vrai spectacle, suivant qu'il y a un nuage. Ils pensent à vous tous les jours, du coup. Voilà, absolument. Merci, Jean-Michel Wilmotte. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, en compagnie de l'architecte, excellent architecte, Jean-Michel Wilmotte, qui sera bientôt accompagné de la directrice générale éclairée de la Cité de la Céramique de Sèvres, Romane Sarfati. Ne bougez pas, on revient. Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent jusqu'à presque 20h. Vous pouvez retrouver ici ceux qui font tous les jours le pari de l'excellence. Ils viennent nous raconter leur parcours et en donner quelques clés. À mes côtés ce soir, l'architecte qui fait dialoguer l'ancien et le moderne, Jean-Michel Wilmotte, accompagné dans peu de temps par la directrice générale d'un lieu intemporel, si ce n'est hors du temps, la Cité de la Céramique de Sèvres, dirigée par Romane Sarfati. Juste avant de la retrouver, on ira à la découverte de la start-up qui propose des visites virtuelles, culturelles, innovantes d'un nouveau genre, France Immersive, avec son dirigeant et fondateur, Renaud Escorbiac. Mais pour l'instant, on continue avec Jean-Michel Wilmotte. Jean-Michel Wilmotte, j'ai eu beau chercher, parce que j'ai cherché, j'ai trouvé très peu d'indices racontant votre enfance, ou d'où vous venez, de quel milieu vous êtes issu, etc. À part le fait que vous étiez tout petit déjà passionné d'art et d'architecture, je n'ai eu aucune information. Alors j'avais envie de savoir un peu, est-ce que c'est vos parents qui vous ont initié ? Oui, moi, je pense que mes parents s'intéressaient beaucoup à l'art et m'ont fait visiter, je crois, un peu tous les musées d'Europe. D'accord. C'était toujours un but de voyage pendant les vacances et j'ai eu cette chance. Je vais vous dire que parfois ça m'ennuyait beaucoup. Oui.
Je me rappellerai toute ma vie d'une visite. Ils m'avaient emmené au Prado et j'ai préféré rester dans la voiture. Ah oui. Et j'ai raconté ça au directeur du Prado un jour, d'ailleurs, qui a beaucoup ri. Mais non, ils m'ont beaucoup... Oui. C'est eux qui vous ont donné ce goût, en tout cas cette ouverture. Ça fait partie de ça, oui. C'est important. Et c'est à travers ces musiques... Ils aimaient la musique, ils aimaient... Mon père aimait... Ils aimaient l'art, comme ça, ouais. Oui. Et c'est à travers ces visites en musée que vous avez découvert justement le rapport aux objets qui y sont exposés et que ça vous a donné ensuite des idées pour ça a déclenché quelque chose que je devais avoir intérieurement. Et puis après, voilà. Puis quand on aime les objets, on a envie de les mettre en exergue. Et puis après, le plus simplement possible. Et puis plus simplement, de bien les éclairer. Moi, j'ai l'habitude de dire un objet, c'est comme si je le présentais sur un plateau. Vous verrez très souvent dans les musées, on a toujours un plateau sous l'œuvre, et puis le pied du plateau disparaît de plus en plus. C'est comme si on mettait l'objet sur un plateau et qu'on allait le présenter aux visiteurs. Et ça, c'était déjà comme ça à l'époque ? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, justement. Pas du tout. Avant, les musées, c'était plutôt des accumulations d'objets côte à côte. Et puis, et avant, on avait l'habitude de faire des vitrines qui ceinturaient, qui étaient autour de l'objet. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est que même pour un tout petit objet, on fasse une grande vitrine. Une grande vitrine pour qu'il respire et créer un espace sacré autour de cet objet. Vous voyez, et parfois, un petit objet, lorsqu'on le met dans un grand espace, il est sublimé. Bien sûr. On a aux Arts Premiers une petite cuillère en bois qui doit faire 30 cm de haut, 2 cm de diamètre. Elle est dans une vitrine qui fait certainement plus d'1 mètre cube, vous voyez. Et d'un seul coup, ça la rend magique, quoi. Ça, c'est assez étonnant. Et puis, quand on la présente un peu en suspension, en lévitation, si vous voulez. C'est ça qui est intéressant, quoi. Alors, Jean-Michel Wilmotte, on l'a dit en début d'émission, vous intervenez avec votre agence sur une belle variété de secteurs. Vous faites du public, du privé, de l'hôtellerie, du résidentiel. En ce moment, vous travaillez sur plus d'une centaine de projets en simultané, c'est ça ? Et pas des moindres, en plus. C'est quoi votre secret pour que tout soit à la hauteur de votre excellence ? Vous avez des experts dans chaque domaine ? Comment vous recrutez ? Comment vous fonctionnez ? Je pense que c'est une équipe qui s'est faite petit à petit au cours des années. Et puis, on est un peu des passeurs, si vous voulez. Il y a des chefs d'équipe qui transmettent leur savoir-faire. Et puis, ces mêmes personnes leur transmettent après. Il y a aussi une grande curiosité permanente. Et moi, je transmets cette curiosité. Je travaille vraiment sur tous mes projets. Et je ne fais pas un projet si je ne peux pas intervenir en amont, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'explique un petit peu comment je vois les choses à ces collaborateurs. Et je leur dis surtout, ne faites pas ce que je vous ai demandé, mais faites mieux, quand même. Donc ça, c'est un petit peu ma façon de travailler. Si vous voulez. Et puis après, il y a un dialogue permanent. C'est-à-dire qu'ils viennent me voir 4 minutes, 5 minutes, on échange, je dis oui, ok, on part. Et puis ils me donnent une idée, je dis c'est mieux, etc. C'est un échange permanent, si vous voulez. Et puis c'est aussi une curiosité sur la vie de tous les jours, sur la vie dans le monde entier, sur ce qu'on voit, sur l'œil qu'on a dans la rue quand on marche, ce qu'on voit dans les livres, dans les bandes dessinées, dans la presse, si vous voulez. C'est un œil qui doit tout le temps s'éveiller et être prêt à regarder et capter les choses, si vous voulez. Et c'est ce qui est passionnant. Et après, parce que c'est vraiment un métier très, très, très vivant, quoi. Et puis, parce que on travaille aussi bien sur des chais que sur des hôtels, que sur un hôpital en ce moment, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est surtout de découvrir un métier et de le réinventer avec son regard. C'est ce que je fais avec mes équipes, si vous voulez. Et c'est ce que vous faites aussi peut-être avec les artisans, par exemple, et les maîtres d'art qui travaillent avec vous ? Le plus souvent possible. C'est ça qui est... Et je crois que c'est... Pour Romain, elle sait très bien, c'est de voir, il faut qu'en France, on garde notre savoir-faire, il faut qu'on garde ces artisans, il faut qu'on arrête de les envoyer à l'extérieur de Paris et qu'ils s'éteignent petit à petit, et qu'il n'y ait pas de transmission aussi. On a des savoir-faire exceptionnels en France, et ça, il faut on arrive à les sauvegarder. Excellent et exceptionnel, bien sûr. Jean-Michel Wilmotte, vous vous tenez au courant aussi en permanence, vous le disiez tout à l'heure, des nouvelles technologies, de leurs évolutions. Aujourd'hui, c'est votre rapport au graphisme dont vous traitez dans votre livre qui m'intéresse, parce qu'il vous permet de raconter avant de faire, en fait. C'est-à-dire de proposer à des gens qui ne parlent pas forcément votre langage, votre langue, à travers des cartes, des plans... un langage universel qui leur permet en fait de comprendre ce que vous allez faire sans que vous ayez besoin de leur parler. Donc c'est un langage universel finalement, il n'y a plus de barrière de langue. Ce qui nous permet de travailler dans une vingtaine de pays étrangers, si vous voulez. Sans avoir un traducteur à chaque fois, quoi. Non, pas obligatoirement, mais ça c'est... Et je pense que moi je continue à travailler avec un feutre et sur du calque régulièrement, c'est mon point de départ.
Et après, bon, les collaborateurs continuent, puis après, ça passe dans la 3D, avec les nouveaux systèmes technologiques qu'on nous propose aujourd'hui, des logiciels invraisemblables qui nous permettent de faire des choses. On fait aujourd'hui un film de 5 minutes, on le fait en 3-4 jours. On présente un projet, on se balade à l'intérieur du projet. Je suis toujours ébahi par le travail qui est fait par ces jeunes qui maîtrisent totalement ces instruments. Totalement ce matériel. Et on s'enrichit tous les jours de nouvelles techniques, de nouveaux savoir-faire, de nouveaux logiciels. Et ça, c'est passionnant. Ouais. Alors, ces jeunes, justement, dont vous me parlez, vous les soutenez aussi à travers votre fondation, Fondation d'entreprise Jean-Michel Wilmotte, qui découvre les jeunes talents architecturaux et artistiques, c'est ça ? Quelle est votre action exactement ? L'action est très simple. On leur propose des lieux, des lieux très abîmés, des lieux historiques, et on leur demande de faire des interventions dessus sans faire de pastiche, mais en faisant des interventions contemporaines et en donnant surtout un nouvel usage. C'est-à-dire que si on a un château abandonné, il faut lui trouver un usage qui peut être touristique, qui peut être professionnel. Vous faites des appels à projets, quoi. On fait une sorte d'appel au projet. En leur définissant à l'avance les bâtiments en question. Une sorte de programmation, et on choisit les bâtiments avec eux. D'accord. Et ensuite, planche sur ces projets. Après, on a un jury Et alors, il y a tout un processus. Après, on expose les projets lauréats, on montre les projets sélectionnés, et on fait un livre tous les ans. On fait un livre pour montrer le travail qui a été fait. Donc, si vous voulez, ces jeunes qui sortent de l'école, ils peuvent le montrer à leur famille, à leurs amis, à leurs futurs clients qu'ils ont fait un projet qui est dans un livre. Vous savez déjà, c'est en plus beaucoup. Pour Jean-Michel Wilmotte. Et puis après, on fait aussi beaucoup de presse. Et là, on va ouvrir dans 20 jours à Venise. La fondation est basée à Venise. On a un grand espace où on va présenter les 3 lauréats d'un projet très très intéressant qu'on a fait dans le Luberon. Ça va être une découverte magnifique. Et c'est quand ça alors Le 19 mai. Ah, c'est une bonne date de déconfinement en plus, paraît-il. Et imaginez qu'en plus, il y avait cette année beaucoup de très beaux projets, à un tel point qu'on a mis 3 projets gagnants, lauréats. Bravo. On a donné 3 fois le prix à 3... Et puis c'est européen, c'est des mélanges. Il y a un espagnol avec un français. C'est métissé, quoi. Il y a une mixité. Ils sont souvent en dessous de 30 ans. Et vous ne pouvez pas imaginer, après, ils ont tout ça dans leur curriculum vitae. Donc après, quand ils cherchent du travail, ils ont déjà quelque chose qui les valorise un petit peu, si vous voulez. Et puis ça nous fait des belles rencontres. Très souvent, certains des gagnants, les lauréats viennent travailler chez nous après, puis etc. Si vous voulez, c'est une bonne manière de recruter aussi. C'est ça. Mais ça devient une grande famille, puisque si vous voulez, depuis que nous avons créé cette fondation il y a 11 ans, on a été en contact avec plus de 5000 étudiants. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a un fichier, 5000 étudiants qui ont répondu et qui ont donc été en contact avec nous. D'accord. Bravo pour ce que vous faites. Merci Jean-Michel Wilmotte. On va rester dans le thème de la jeunesse et de la technologie, en l'occurrence, parce qu'on va découvrir ensemble une start-up qui permet des visites culturelles, innovantes et virtuelles. C'est parti. Sud Radio, c'est excellent. Made in French Tech. Bonsoir et bienvenue sur Sud Radio, Renaud Escorbiac. Bonsoir Judith. Bonsoir. Alors Renaud Escorbiac, donc je rappelle un peu pour mes auditeurs, vous êtes dirigeant et fondateur de France Immersive, qui est une application qui propose de visiter des univers divers, des sites culturels, de l'industrie lourde aussi, de l'artisanat de pointe, de la culture, du tourisme, de l'agriculture. On peut même faire des vendanges en entrant dans des vignobles grâce à vous. Comment est-ce que vous faites pour faire vivre l'émotion à vos visiteurs, malgré le fait que ce soit des visites virtuelles, Renaud Escorbiac? Alors en effet, elles ont virtuel que de nom, parce qu'on a pris le parti de faire des visites plutôt à distance, assez proches de la réalité, puisque sont des visites totalement filmées en vidéo 360 que nous rendons interactives. C'est ça. Ce qui singe plutôt une visite physique qu'une visite, je dirais, virtuelle, comme on pourrait l'entendre. D'accord. Quel type de site vous proposez, du coup, des sites qu'on connaît un peu sur France Immersive, qu'on aura envie de découvrir? Alors, en fait, France Immersive a fait le choix du Made in France. Donc, nous avons ouvert une plateforme qui s'appelle donc France Immersive, et comme son nom peut le sous-entendre, c'est une immersion dans la France. C'est ça. Donc, ça va adresser des visites surtout de savoir-faire, d'industrie,
parfois d'industrie lourde, vous l'avez dit, mais ce sont aussi ça m'a des même fleurs. étonné, je vous avoue, en le disant. C'est ça. Et par exemple, je sais pas moi, Enedis, GRDF, on a signé cette semaine avec RTE, ce sont des installations made in France finalement que le public ne peut pas visiter. Et en fait, là, on va pouvoir les visiter à distance puisque on s'y promène réellement. Ça promeut également les terroirs et territoires. Oui. Et On est très cocorico, hein. Ah, mais c'est complètement cocorico. C'est, je refuse de faire des visites d'autres à l'étranger, continents, je dirais, voilà. En tout cas, sur cette plateforme. Il faudra en faire une nouvelle, quoi. Oui, bon, on a déjà pas mal de boulot, donc, mais c'est vrai que nos valeurs font qu'en fait, on est proche de certaines associations et comme les Forces françaises de l'industrie, par exemple, qui prônent la réindustrialisation de la France. Et c'est vraiment important de porter le message, de dire on a des industries inconnues, des savoir-faire. Jean-Michel parlait d'artisans, on a aussi des artisans de haute volée, l'art du cuir, la joaillerie. Et si on ne fait pas attention, eh bien demain, tout partira. Et nous, on permet d'aller s'y émerger pour que le commun des mortels puisse gratuitement, sur franceimmersive.com, s'y promener. Vous avez aussi la directrice générale de la Cité de la Céramique de Sèvres, Romane Sarfati, qui est présente sur le plateau. Est-ce que, Romane, vous pourriez imaginer une visite virtuelle de la Cité de la Céramique de Sèvres, par exemple? Mais bien entendu, les choses se font progressivement, donc on y pense. En attendant, on a plein de programmes qui se déploient progressivement sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, avec des vidéos, des interviews, et puis on se projette dans l'avenir à relativement court terme avec bien entendu des visites virtuelles. C'est fondamental pour découvrir nos trésors et puis surtout donner envie de venir en vrai. Bien sûr. Merci. Oui, je vous écouterai. Ça me rappellerait des souvenirs énormes parce que j'y ai vécu enfant. Mon papa y travaillait. Et c'était très On est en famille ce soir. Magnifique. Merci beaucoup Renaud Escorbiac. Je rappelle donc que vous proposez des visites virtuelles en 360 qui sont une vraie expérience immersive sur France Immersive qu'on peut retrouver sur www.inersio.com. Inersio, I-N-E-R-S-I-O. C'est ça, et sur franceimmersive.com directement. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Merci. C'est excellent sur Sud Radio avec l'architecte Jean-Michel Villemotte et Romane Sarfati, la directrice générale de la Cité de la Céramique de Sèvres. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cet excellent. Il nous reste encore une bonne demi-heure d'échange à partager ensemble avec l'architecte conteur d'histoires concrètes, Jean-Michel Villemotte, et Romane Sarfati, la directrice générale d'un de nos magnifiques lieux du patrimoine vivant, la Cité de la Céramique de Sèvres. Bonsoir Romane Sarfati. Bonsoir Judith Belair. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, Romane Sarfati, je vais faire une petite confidence aux auditeurs et puis à toute la France. Du coup, je vous ai croisé il y a quelques années, quand j'étais une jeune entrepreneur et que vous étiez chef de cabinet de la ministre de la Culture de l'époque, Aurélie Filippetti, poste que vous avez ensuite quitté, je crois, pour passer par le Quai Branly et ensuite rejoindre la Cité de la Céramique de Sèvres. J'avais envie de savoir un petit peu si, entre la politique culturelle de la France et son patrimoine vivant, finalement, les frontières sont très fines, quoi. Elles sont presque poreuses. Mais tout est lié, tout se croise, tout dialogue. Alors, petite précision, j'étais effectivement au cabinet d'Aurélie Filippetti, j'étais conseillère en charge des arts plastiques, de l'architecture, du design, des métiers d'art, de la mode. Non, mais je vous en prie, mais je le précise parce que c'était évidemment mon cœur de métier. C'est là que nous sommes rencontrés toutes les deux, mais c'est là que j'ai rencontré Jean-Michel Villemotte. J'adore l'idée. Également. Oui, j'ai appris, quand vous êtes arrivé, Jean-Michel Villemotte, que vous vous connaissiez du coup tous les deux. Vous avez travaillé ensemble déjà ? Alors, on n'a pas travaillé ensemble, mais de fait, quand j'étais au cabinet d'Aurélie Filippetti, on a abordé quelques beaux sujets ensemble. Alors, pour nos auditeurs aussi, je vais rappeler un peu ce que c'est la Cité de la Céramique de Sèvres. C'est un espace voulu de culture et de transversalité qui est né au temps de Madame de Pompadour, c'est ça, au XVIIIe siècle. Est-ce que c'est elle qui est à l'origine de sa création ? C'est elle qui a eu l'idée ?
Alors, d'une certaine manière, c'est elle, et c'est plaisant de le penser. En tout cas, elle l'a propulsée. Elle a, avec ce désir de créer une manufacture de porcelaine comme on en avait à l'époque en Asie et finalement très peu en Europe. Donc, elle est à l'initiative, mais pas seule, parce que dès le départ, et comme souvent pour beaucoup d'entreprises, c'est un collectif. Oui. Et donc, autour de sa volonté pour les arts, pour la culture en France. Bien évidemment, avec le roi Louis XV qui très vite a investi dans cette start-up. On parlait de start-up tout à l'heure. Il faut savoir que la manufacture de Sèvres, au départ, c'est une petite start-up qui est d'ailleurs à Vincennes, avant de s'installer à Sèvres. Et donc, effectivement, grâce à Madame de Pompadour, au roi Louis XV et un certain nombre d'investisseurs, cette start-up se développe pour créer une entreprise française dédiée à l'art, à la culture, à la porcelaine qui est pleine de secrets encore à l'époque et qui va donner lieu à une multitude d'aventures pour aller à la recherche de ce qu'on appelle l'or blanc à l'époque. Donc c'est toute une aventure de recherche des matières et notamment du kaolin, qui est cette matière secrète qu'on ne trouve pas en France, qu'on a découvert en Allemagne à la manufacture de Meissen et qui fait la beauté de ces porcelaines de Chine que l'Europe entière et que la France envie à la Chine. Et donc, c'est comme ça, effectivement, que cette belle histoire commence. Est-ce qu'on était déjà dans une idée de préservation du patrimoine vivant, vous pensez, ou elle n'était pas du tout projetée comme ça, l'idée, au départ? Je pense qu'elle n'était pas projetée comme ça. Alors, il y avait l'idée, évidemment, d'embarquer les arts et la culture française. Et depuis déjà plusieurs décennies, même siècles, on était à la recherche de cette porcelaine. Et dans ce développement, la manufacture de Sèvres n'est pas la première manufacture royale. Il y en a d'autres qui sont nés avant elle. Et donc, il y a cette idée surtout de créer des nouveaux savoir-faire, d'innover. On était bien sûr dans un cas, effectivement, mais clairement dans une idée d'innovation, vraiment. Et alors, à la céramique de Sèvres, donc la céramique s'y invite sous toutes ses formes. Vous proposez de la sculpture, des arts de la table, des objets décoratifs, du design. Chaque pièce est réalisée à travers un savoir-faire qui est vieux de plusieurs centaines d'années, du coup, et qui se transmet de génération en génération. Jamais perdu, d'ailleurs, par ceux qui le transmettent. Comment ça se fait, ça ? C'est ça qui est formidable, c'est qu'au départ, on a cette start-up, entreprise privée qui est, on l'a vu, largement soutenue par le pouvoir politique et qui peu à peu, compte tenu des investissements tellement importants qu'il faut envisager pour la développer, pour mener des recherches, et puis pour solliciter les meilleurs artistes de l'époque, devient royale. Et puis, elle devient impériale au fil du temps, et puis nationale. Et donc, aujourd'hui, c'est un établissement national. Vous avez une école, c'est ça, non ? Et nous avons une école. Et c'est parce qu'elle a toujours été soutenue par le pouvoir et par l'État qu'elle a pu continuer à développer à la fois cette dimension innovante, cette dimension artistique et effectivement la transmission des savoir-faire qui n'aurait pas pu s'opérer si elle n'avait pas été portée à ce point, et puis portée finalement par les artisans eux-mêmes qui sont au cœur de cette transmission. Que les maîtres d'art qui officient à la Cité de la Céramique de Sèvres, ils sortent tous de cette école, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y travailler sans être passé par l'école, si je me souviens bien. C'est un passage obligé. C'est un passage obligatoire, sachant qu'il est assez magique, au-delà d'être obligatoire. C'est un passage obligé. On recrute des jeunes qui viennent d'horizons très, très variés. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir cette diversité. Il y a un engouement en ce moment ? Cette diversité des horizons, y compris avec des jeunes qui sont passés par l'université. Donc il faut voir que les métiers de la main reviennent vraiment, aussi bien d'ailleurs chez les artisans que chez les créateurs aussi. Et c'est très rassurant. Qu'on puisse apprendre ces métiers de la main, le temps long, on y reviendra sans doute parce que c'est une valeur très très forte au sein à Sèvres. Et donc cette transmission des savoir-faire qui s'est toujours opérée depuis quasiment 300 ans et qui aujourd'hui passe par l'école de Sèvres, qui est donc ce programme au sein duquel nous accueillons des jeunes d'horizons très très variés et qui pendant 2 ans apprennent leur métier auprès d'artisans, auprès des artisans. Ils sont donc apprentis, c'est un système d'apprentissage, et donc ils passent 3 jours par semaine dans l'atelier dans lequel ils vont apprendre un métier, et puis évidemment il y a aussi d'autres enseignements théoriques, pratiques, le dessin, la chimie toujours.
et bien d'autres enseignements passionnants. Est-ce que c'est vrai qu'une simple assiette peut prendre 6 mois à être réalisée à la Cité de la Céramique de Sèvres? Mais bien sûr, une simple assiette, elle n'est jamais simple à Sèvres parce que tout est réalisé à la main, de A à Z. Et ça peut passer jusqu'à plusieurs fois 3 semaines dans le four, c'est ça? Ça peut, et puis tout dépend de l'assiette dont après, on parle, trait, ça passe au four, que ce soit d'ailleurs une assiette ou une autre pièce. C'est pareil pour un vase. On peut avoir une pièce qu'on peut dire simple, mais encore une fois, rien n'est simple, mais avec un décor simple, comme avec, pour une assiette en particulier, un décor qui va être peint intégralement à la main, à la manière des peintres du 18e ou du 19e. Ça fait rêver. Voire même réalisé avec des artistes contemporains, parce qu'on travaille essentiellement avec des artistes et des designers contemporains aujourd'hui. Et donc le temps, c'est cette valeur qui est tellement forte à Sèvres et tellement importante aujourd'hui. Dans le contexte actuel, je crois qu'on en prend, on a envie de ralentir un peu, plus conscience encore, donc de ralentir le temps, de prendre le temps et de lui accorder la valeur nécessaire. Et donc, oui, une assiette ou une œuvre à Sèvres peut prendre 3 semaines. Plus, il faut parfois 18 mois à 2 ans pour développer un projet à Sèvres, mais il faut imaginer que finalement une assiette c'est un objet d'art, c'est une œuvre à part entière, et ça n'est plus forcément l'assiette utile de tous les jours à laquelle on peut penser. On est sur un objet raffiné, on est sur un objet qui porte en lui une multitude de valeurs et d'histoires, ne serait-ce que voilà les histoires de cette matière qui est sublimée par l'artisan, qui est transformée, métamorphosée, et puis celle des gestes des artisans qui sont certes perpétués, certes transmis de génération en génération, mais qui sont toujours différents d'un artisan à l'autre. Il faut voir que juste un exemple, parce que c'est vraiment intéressant, quand on fait une tasse à Sèvres, avant de poser l'anse, on fait attention à bien identifier quel est l'artisan qui a tourné la tasse, parce qu'en fonction de la manière dont il a tourné, au moment où la tasse va cuire, elle va continuer à tourner sur elle-même, et donc l'anse, si elle n'est pas bien positionnée, elle va se décaler. Et donc en fonction de l'artisan qui a tourné la pièce, plus ou moins rapidement, l'anse va se décaler plus ou moins. Donc c'est une multitude de subtilités, de petites histoires qui racontent... Qui font notre exception française. Cette transmission et cette exception qui est liée à chacun des artisans, qui a à chaque fois son geste et son âme. Jean-Michel Wilmotte, je vais vous citer justement au sujet de l'artisanat. Dans votre livre, vous dites « Bien des savoir-faire artisanaux et ancestraux tombent dans l'oubli, même dans les pays de développement ». Est-ce que vous pensez réellement que ça soit le cas? Parce que ce qu'on dit justement à l'instant, c'est qu'il y a un regain d'intérêt pour ces métiers en ce moment, pour cette transmission. Si on se réfère à Paris, il y a la Cité de la Céramique de Sèvres, il y a le Mobilier National, il y a la Galerie de la Monnaie de Paris, puis tous les maîtres d'art indépendants justement qui se battent pour préserver leur savoir-faire. Vous pensez pas qu'ils sont capables de le sauver justement, ce savoir-faire ancestral et important? Je crois que oui, je l'espère en tout cas. Oui. Mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a une frontière qui a disparu, qui est en train de disparaître entre l'artisan d'art et l'artiste. Oui. Et ça, je trouve ça très étonnant. Parce qu'avant, l'artisan d'art, c'est celui qui réparait des vieux meubles dans le fond de son garage et vous voyez, c'était des gens qui avaient des petites techniques comme ça, mais c'était... Là, maintenant, je trouve que le mot artiste s'adapte à l'artisanat en général. Ces savoir-faire, et j'aime bien cette idée que les restaurateurs sont des gens exceptionnels. Les restaurateurs de meubles anciens sont des gens qui savent tout faire. Ils savent manier le galucha, le cuir, ils savent gainer, ils savent restaurer, patiner, etc. C'est un vrai travail d'artiste. Et j'aime bien l'idée que la frontière artiste-artisan est en train de diminuer. Je trouve ça assez beau quand même. Est-ce que vous avez constaté, vous aussi, un regain d'intérêt pour les métiers de la main dans la jeunesse, justement, en général, Jean-Michel Wilmotte? Oui, je pense que c'est évident. Il y a eu tellement de jeunes qui se sont développés autour, et j'en sais quelque chose, puisque j'ai travaillé sur la station F, et j'ai fait beaucoup de lieux pour les jeunes qui travaillent dans tous les métiers
des réseaux et de l'informatique. Et je pense que c'est bien aussi qu'ils reviennent vers quelque chose de plus concret, vers quelque chose de plus artistique, entre guillemets, enfin plus créatif, ou créatif différemment. Parce qu'on peut être créatif sur un ordinateur, mais on peut l'être avec la matière aussi. Bien sûr. C'est ce que vous disiez un peu, Roman Sarfati, des gens qui étaient à l'université, qui finalement arrivent à l'école de SAF parce qu'ils sont dans une recherche de retour à la matière, au concret, quoi. C'est ça, hein? Absolument, c'est le concret, la matière. Et puis c'est aussi un sens du collectif, c'est une communauté, et ça c'est vraiment magnifique parce qu'on a des artisans qui travaillent seuls, et puis d'autres qui, comme à Sèvres ou dans d'autres manufactures, créent ce lien collectif. Il faut savoir qu'on parlait de l'assiette tout à l'heure ou de la tasse, et c'est finalement les mêmes enjeux autour de la sculpture. On a toutes ces étapes, et donc cet objet ou cette œuvre qui va passer entre les mains de différents artisans, par exemple, qui sont tous responsables de ce que l'artisan a fait. Une tasse tout à l'heure. Combien de personnes vont intervenir très rapidement, s'il vous plaît, sur une tasse? En tout, on a 120 artisans sur 27 métiers différents. C'est énorme. Ça ne veut pas dire que sur une tasse, on a 27 métiers, mais on en a forcément au moins la moitié, parce qu'il y a le laboratoire, le moulin qui crée les pâtes, et puis on a l'atelier qui va créer les moules. Là, en l'occurrence, pour faire une tasse, on va la tourner, donc c'est encore un autre métier, et je ne vais surtout pas tous les citer parce qu'ils sont 27, mais on a évidemment plusieurs cuissons, et puis ensuite les différents métiers des décors. Et donc pour une tasse, elle peut être simplement bleue avec un filet or, ou avec des décors peints à la main. Et donc on a, ça change tout, assez facilement une vingtaine de métiers qui peuvent intervenir. Et là, tout d'un coup, la tasse, quand on l'a entre les mains ou quand elle est dans une vitrine, Jean-Michel en parlait merveilleusement bien, parce que finalement, on n'a pas besoin de cette accumulation de tasses les unes à côté des autres. Non, l'objet se suffit à lui-même. Oui. Voilà, l'objet, il se suffit à lui-même, et il faut pouvoir raconter toutes ces histoires de la métamorphose de la matière, et puis de ces hommes et de ces femmes qui sont intervenus sur cette tasse. Et tout d'un coup, elle est sublime, et elle n'a pas besoin d'être utilisée. Alors, c'est évident que si on peut boire dans cette tasse, c'est tout d'un coup une expérience, une sensation inouïe. Comme dans de la céramique, comme dans du cristal, j'allais dire. Mais bien sûr, mais donc c'est une émotion intense. Merci Roman Sarfati, merci à tous les deux. Vous êtes bien sur Sud Radio avec la directrice générale éclairée de la Cité de la Céramique de Sèvres, Roman Sarfati, et l'architecte multiple Jean-Michel Villemotte. Ne bougez pas, on revient les copains. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien dans C'est excellent sur Sud Radio. Nous avons encore un quart d'heure ensemble pour parler d'excellence, de patrimoine et d'humanité. Ce soir, dans C'est excellent, donc, le lien à créer est une évidence entre un architecte qui rend ou crée la beauté des villes, Jean-Michel Villemotte, et une femme qui conserve précieusement et offre à vivre la porcelaine autrement, la directrice générale de la Cité de la Céramique de Sèvres, Roman Sarfati. Roman Sarfati, chez vous, le temps est long, on en parlait, par définition. Contrôlé par la réalisation à étapes des objets. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de... Moi, j'ai eu la chance de la visiter, la Cité de la Céramique de Sèvres. Il y a vraiment une espèce d'atmosphère comme si on était en dehors de la société, finalement, qu'on vit tous les jours, qui est aussi rapide, etc. Est-ce que c'est aussi comme ça que les artisans créent mieux, finalement? Ils sont protégés, quoi, de l'extérieur. Il y a comme un mur d'enceinte, pratiquement, autour. Alors c'est ça qui est assez magique, c'est effectivement un univers à part entière. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Cité de la Céramique. C'est comme une petite ville avec ces artisans, tous ces professionnels, tous ces talents, parce qu'on parle des artisans, mais la manufacture et le musée de Sèvres, ce sont aussi des conservateurs, ce sont aussi toutes les équipes administratives, d'accueil et de surveillance, de développement. Et donc, c'est toute cette équipe qui, effectivement, est au sein de ce site, qui, quand on y entre, est assez magique. Il y a quelque chose de caché, avec ce grand musée qui date du 19e siècle et qui a quelque chose d'un petit peu impressionnant. Je dirais pas pompeux, mais en tout cas impressionnant. C'est comme s'il était rajouté, on a l'impression un petit peu. Oui, peut-être. En tout cas, il est là pour cacher ce qui se passe derrière. Et donc, il y a quelque chose qui peut relever un petit peu en dehors du temps. Et en même temps, on est complètement de notre temps. C'est-à-dire que c'est une maison qui est avant tout vivante, avec des hommes et des femmes qui sont au travail, avec beaucoup d'énergie et avec passion pour leur métier.
Et nous accueillons beaucoup d'artistes, de designers. Et donc, c'est une manière aussi d'être de notre temps, de créer en le permanence, lien entre ces deux espaces, finalement. De créer ce lien entre la tradition et cette dimension contemporaine que nous amènent les créateurs d'aujourd'hui. Et tout à l'heure, on parlait de visites virtuelles, mais j'ai envie de dire que voilà, c'est aussi ça, c'est aussi ce qui nous anime aujourd'hui. D'être C'est dans la contemporanéité, quoi. Comment nous ouvrir à un public plus large, comment donner à percevoir ce qui se fait à Sèvres et tous les trésors de Sèvres. Alors il y a bien sûr notre programmation culturelle, les expositions, et j'en profite pour évoquer l'exposition qui depuis plusieurs semaines, plusieurs mois attend d'ouvrir à Sèvres. C'est À table, le repas tout un art. Et donc cette exposition qui va ouvrir le 19 mai, enfin aux joies, et donc qui va nous permettre d'accueillir le public que nous attendons avec impatience et qui pourra apprécier, découvrir toute cette histoire de la gastronomie française, de l'art de la table, évidemment, avec des chefs-d'œuvre sublimes de Sèvres. Voilà, cette exposition qui va nous permettre d'accueillir du public avec... Je reviens d'ailleurs sur ce que disait Jean-Michel, qui est extrêmement intéressant et qui montre que nous sommes très contemporains de notre temps, mais c'est l'idée de pouvoir apprécier ces objets qui sont présentés sur des tables, qui sont magnifiés et qui... Ou sur un plateau. Voilà, ou sur des plateaux, bien entendu, donc avec quelques chefs-d'œuvre que j'espère nos auditeurs seront nombreux à venir découvrir. Vous voulez bien nous livrer un petit secret ou pas ? Un petit secret. Alors, un petit secret. Écoutez, à la fin de l'exposition, il y a une œuvre que j'apprécie particulièrement et pour laquelle j'ai beaucoup œuvré et qui a fait un peu polémique, qui est le service bleu de l'Élysée, qui a été commandé par Emmanuel Macron, qui était lui aussi dans une dynamique très contemporaine pour l'Élysée et qui a commandé un nouveau service de table qui a été réalisé par Évariste Richer et qui est une merveille de sobriété, de simplicité, mais d'intelligence, avec voilà, pour nos visiteurs, un bel extrait d'une centaine d'assiettes qui sont accrochées au mur et donc non pas posées sur une table et qui permettra d'apprécier une véritable œuvre d'art qui a été réalisée dans les ateliers de la manufacture de Sèvres. D'accord, les assiettes de l'Élysée à découvrir. On parlait du temps, Jean-Michel Wilmotte. Le rapport au temps dans votre métier d'architecte, il est très variable, on imagine, en fonction des projets. Ça peut prendre 6 mois, 20 ans, 25 ans, on imagine, pour certaines réalisations. Est-ce que vous pensez que c'est le temps qui fait la valeur d'une réalisation ou d'un projet ou d'un objet ? Bon, j'avoue que c'était vraiment le problème que je ressentais dans ce métier avant de commencer, c'est qu'on pouvait dessiner quelque chose mais qui ne verrait pas le jour avant 5 ans ou 6 ans. Je pense que le temps, souvent, permet aussi de bonifier des projets, de les simplifier. Plus j'appelle modifier, c'est simplifier. Tout à l'heure, vous avez dit less is more, et bien tout à fait. Parfois, il ne faut pas être bavard en architecture. Il faut dire le moins de choses possible. Le plus de choses possible avec le moins de paroles possible, si vous voulez. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que le temps permet aussi parfois d'améliorer les choses, mais parfois aussi on s'aperçoit, là nous faisons un immeuble à Paris que nous avons dessiné il y a 6 ans, et bien, j'étais rassuré de voir qu'il tenait le coup, si vous voulez. C'est pas évident. Parce que entre le temps du dessin et le temps de la réalisation, il peut passer 6 ans du coup, et du coup, il peut aussi y avoir des envies qui évoluent, absolument, etc. Donc notre savoir-faire évolue, nos goûts évoluent, et les matériaux évoluent aussi. Et les technologies aussi. Donc c'est essentiel de pouvoir se dire qu'il faut être un petit peu hors du temps. Si vous aviez mis un certain type de lumière il y a 6 ans et que vous avez une nouvelle lumière qui est sortie, vous pouvez réadapter le projet. C'est évident, il faut l'adapter absolument. De toute façon. Toujours inclure la nouvelle technologie. Vous citez le domaine de la lumière. On disait tout à l'heure, mais ça évolue. Chaque année, il y a des nouvelles sources plus chaudes, plus ponctuelles. Qui chauffent moins, etc. C'est incroyable. Et d'ailleurs, la lumière dans vos œuvres en général, c'est quand même, ça crée une sensation de chez soi. On est presque chez vous, en fait. C'est gentil. Mais c'est vrai. C'est vrai. Pour moi, la lumière, c'est chaleureux, quoi. Vous savez, vous prenez n'importe quel espace, si vous l'éclairez bien, il devient beau. C'est ça. Même des endroits les plus tordus, les plus invraisemblables, si vous savez le faire vivre, ou lécher les murs, mettre en exergue les angles, vous dramatisez l'espace, il est beau.
Finalement, à tous les deux, Roman Sarfati et Jean-Michel Wilmotte, vous créez un lien évident entre le passé et le présent, sans qu'ils ne se contredisent. Ils sont très liés chez l'un et chez l'autre. Vous, Jean-Michel Wilmotte, vous êtes un peu le roi des puzzles homogènes, j'ai envie de dire ça, c'est ce qui me vient. Et vous, Roman Sarfati, en ouvrant un public contemporain, des savoir-faire ancestraux, justement. Est-ce que vous vous retrouvez là-dessus tous les deux? Est-ce que, par exemple, Jean-Michel Wilmotte, vous pourriez intervenir sur un bâtiment pour la Cité de la Céramique de Sèvres? Tout à fait, oui, bien sûr. Mais aussi, par exemple, je demandais à Roman tout à l'heure la quantité de création contemporaine qu'elle faisait à Sèvres et la quantité de réalisation ancestrale qui continue le savoir-faire. Oui. Et le problème, je crois que c'était 30-70, c'est ça? Oui, on est à peu près aux 3/4 de et création contemporaine. Je trouve ça fantastique. Mais en plus, moi, j'adore les mélanges. Je pourrais mélanger une assiette imaginée pour Madame de Pompadour avec une assiette contemporaine. Et si vous voulez, c'est ce qui est beau. C'est Vous êtes un assembleur d'objets. J'adore ça. Et si vous voulez, la cohérence, elle peut venir que de la couleur. Si vous voulez, Oui. par exemple, c'est... Oui, donc ça peut être des objets complètement disparates qui se retrouvent sur la même couleur. J'adore les objets disparates qui se retrouvent avec un cordon, un fil conducteur qui peut être la couleur, qui peut être la forme, qui peut être le sujet. C'est passionnant. Roman Sarfati, ce lien entre le passé et le présent dont on parle, c'est aussi ce qui va faire perdurer la Cité de la Céramique, c'est-à-dire de justement, vous aussi, à votre manière, être toujours à la pointe des dernières technologies, de ce qui se passe dans l'actualité, de ce qui se passe chez les artistes aussi, contemporains. Oui, tout à fait. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que Jean-Michel évoquait l'importance de la création contemporaine à Sèvres. À titre d'exemple, un événement qui va avoir lieu au mois d'octobre à Sèvres et qui témoigne vraiment de ce lien permanent entre la tradition et le caractère contemporain, c'est la cuisson d'œuvres dans le grand four à bois de la manufacture. Le grand four à bois de la manufacture, c'est absolument... Enfin, c'est magique. C'est toute l'équipe qui se retrouve autour de ce four, de cette cuisson. Alors, en quoi c'est extraordinaire? C'est qu'entre-temps, on est passé au four à gaz. Et donc là, on a une vraie tradition qui doit perdurer et dont on assure la transmission une fois tous les 5 ans. Donc, c'est vraiment exceptionnel d'organiser cette cuisson. Et on le fait avec, autour de nous, 3 artistes. Et cette année, nous avons invité 3 artistes femmes, dont Annette Messager, Hélène Delprat, Ulla von Brandenburg, qui sont 3 grandes artistes de la scène française, de 3 générations différentes, et qui vont nous créer des chefs-d'œuvre qui vont être cuits dans ce grand four à bois. Donc on est très impatients et en même temps... Voilà, en cours de préparation de ce moment qui va être d'une intensité incroyable, aussi bien pour l'allumage du four, pendant la cuisson qui va durer 33 heures, donc c'est toute une nuit, c'est tous les artisans qui se relaient autour de cette cuisson, et donc on est tous comme une tribu autour de ce feu. Vraiment, c'est à la fois une grande maison très prestigieuse, et en même temps, il y a ce côté vraiment familial autour de cette cuisson. Et puis, le moment, 3 semaines après, parce qu'il faut que la température, on sera monté à 1400 degrés, descende, le moment de l'ouverture du four, et donc là, de la découverte des chefs-d'œuvre. Donc, grand moment, qui sera accessible à un public relativement limité, mais que nous relayerons évidemment largement via des films sur les réseaux sociaux. On fera sans doute un live, qui nous permettra de partager avec le plus large public possible. Super. On en arrive à la toute dernière question de l'émission qu'il va falloir répondre rapidement. Je vais commencer par vous, Roman Sarfati. À la question que je pose à tous mes invités, que dirait l'enfant que vous étiez en voyant l'adulte que vous êtes aujourd'hui? Alors, la petite fille serait très 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 surprise de l'importance de la transmission opérée par mes parents. Je suis pas sûre que était un grand architecte, Alain Sarfati, c'est ça? Je suis pas sûre que quand j'étais petite fille, la question de la transmission me parlait, mais aujourd'hui, évidemment, elle me parle beaucoup, compte tenu de mon parcours, de ce que mes parents m'ont légué, des responsabilités que j'ai aujourd'hui. Et donc, j'ai envie de dire que je serais surprise de cette transmission opérée par mes 2 parents, mon père architecte et ma mère qui, à sa manière, dessine des paysages Vous êtes contente personnels. De là où vous êtes? Très heureuse, très fière, très honorée de cette... Et à 5 ans, vous auriez été fière aussi, cette position. À 5 ans, j'aurais sans doute été très fière, très étonnée. Et... Et puis j'ai envie de dire à cette petite fille et à mes enfants, à mes 4 enfants, parce que j'ai 4 enfants et j'en suis très fière, et peut-être à tous les jeunes qui nous écoutent,
que ce qui est très important, c'est d'avoir confiance en soi. C'est sûr. C'est d'avoir confiance en soi. Ne jamais perdre confiance en soi. Il faut s'écouter. Dans les autres. Et puis malgré ce moment qui est particulièrement difficile, dramatique pour le monde aujourd'hui, toujours avoir confiance en soi, dans les autres et dans le monde. Merci pour dans ces lequel bons on a mots, la chance de vivre. Jean-Michel Wilmotte, que dirait l'enfant que vous étiez de l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui ? Je serais très surpris, je crois. Ouais. Je serais très surpris. Vous rêviez comment à 5 ans ? Un peu turbulent. Et je pense que je serais très surpris parce que on fait un métier de passion qui pourrait rester à une échelle totalement artisanale, et puis d'un seul coup, vous êtes pris dans un courant, et ça grandit, et c'est très difficile de s'arrêter. C'est très difficile de dire non. C'est mon gros problème aujourd'hui, c'est de dire non, et de sélectionner. Mais si vous voulez, pour moi, ce métier, c'est une joie de vivre. Et cette joie de vivre, je la transmets. C'est la meilleure des choses, ça. Je la transmets aux personnes qui veulent me confier leurs projets, je la transmets à mes collaborateurs. C'est cette joie de vivre, et en même temps, il faut être humble. Oui. Parce que c'est cette humilité qui est une grande richesse, et qui fait que on redécouvre chaque fois qu'on nous propose un projet, on est curieux, on a envie de le faire, on a envie d'y réfléchir, on a envie, vous voyez. C'est pour ça que ça m'est très difficile de dire non, que ce soit un chantier de 30 000 mètres carrés ou de 1000 mètres carrés. Il y a toujours trouvé quelque chose d'intéressant, ou dans le sujet, dans la personne, ou dans le lieu où ça doit se réaliser. Bien sûr. Merci pour ce partage à tous les deux, c'était vraiment excellent, très belle émission ce soir. Je vous rappelle que le magnifique ouvrage de Jean-Michel Wilmotte s'appelle Comme lui, et qu'il est à retrouver aux éditions Skira et chez tous les bons libraires, et que l'exposition à table à la Cité de la Céramique de Sèvres commence donc le 19 mai. Merci donc à tous les deux d'être passés par les studios de Sud Radio, prenez soin de vous. Merci à tous, on revient dimanche prochain à 19h, et merci à mon équipe évidemment, Quentin Cabanis aux commandes, à Laura Pierre au web, et Méloane Rock, sans qui il me manquerait parfois un bras. Cette émission est à retrouver en podcast et en vidéo sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio et les réseaux sociaux. Bisous les copains, la semaine prochaine.